Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et nous débutons cette édition avec les tensions sur la péninsule coréenne. Les entreprises sud-coréennes se préparent à se retirer d'une zone industrielle gérée conjointement en République populaire démocratique de Corée. Séoul a pris la décision de suspendre sa présence pour punir son voisin du Nord après son récent essai nucléaire et le lancement d'une fusée dimanche. Des centaines de véhicules, dont un nombre important de camions vides, ont commencé à faire la queue dès l'aube à la frontière pour accéder au complexe de Kaohsiung et rapporter les équipes et autres équipements. L'annonce de mercredi de fermer Kaohsiung en a pris beaucoup par surprise. La Corée du Sud avait précédemment autorisé que le parc industriel, situé à 10 km de la frontière, demeure ouvert en dépit de sérieuses provocations. Séoul a défendu ce qu'il qualifie de décision inévitable. Il a précisé que la RPDC avait utilisé les millions de dollars engrangés de Kaohsiung pour financer ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. Le Japon a déclaré qu'il allait imposer des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en réponse au récent lancement d'une fusée par Pyongyang. Parmi les sanctions figure l'interdiction imposée aux Nord-Coréens de se rendre au Japon et la mise en place d'un plafond pour le transfert d'argent vers la RPDC. Nous avons pris ces mesures car nous estimons qu'elles sont les seules capables de produire des effets positifs sur la RPDC. Nous espérons que l'action décisive du Japon ouvrira la voie à l'adoption rapide d'une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'interdiction d'entrer sur le territoire japonais concernait également la communauté des Japonais d'origine coréenne dont les membres les plus âgés entretiennent toujours des liens avec Pyongyang. Les mesures prises restaurent ainsi les interdictions qui avaient été prises avant la levée partielle des sanctions par le gouvernement japonais en 2014. Et nous poursuivons avec la crise syrienne. Alors que le conflit en Syrie s'intensifie une fois encore, des milliers de réfugiés fuient les zones de guerre du pays pour chercher plus de sécurité à la frontière turque. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que le rôle de son pays dans l'accueil des réfugiés est disproportionné par rapport à l'Occident. Il a également critiqué les États-Unis pour leur soutien au groupe kurde syrien. Tout de suite, plus de détails. Cette question devient véritablement un point crucial des relations entre la Turquie et les États-Unis, qui a critiqué l'Union européenne de ne pas faire assez. Le président turc indique que Washington est responsable de la mer de sang en Syrie et pour son ignorance à l'égard des autres groupes terroristes opérant en Syrie, autres que le groupe État islamique. Washington a longtemps soutenu le PYD, un groupe militant syrien kurde. Mais les combats menés contre Daesh ont connu des résultats fructueux, en particulier dans le nord du pays. Dans le même temps, Ankara considère cela comme une branche du groupe terroriste PKK avec lequel la guerre civile dure depuis déjà 30 ans. Et la Turquie doit également gérer l'arrivée de milliers de réfugiés qui se massent à sa frontière suite à l'intensification des frappes aériennes russes sur la ville d'Alep. La Turquie contribue par ailleurs à apporter une assistance médicale. Les Nations Unies et l'Union européenne ont pressé la Turquie d'ouvrir ses frontières à ces réfugiés et l'on parle de dizaines de milliers de personnes. L'Union européenne a aussi exhorté la Turquie de ne pas laisser ces réfugiés atteindre l'UE. Situation complexe pour la Turquie qui a déjà accueilli 2,5 millions de réfugiés syriens pour un coût de 10 milliards de dollars et qui critique l'Union européenne de ne pas en faire suffisamment. Jusqu'à présent, nous avons reçu 3 millions d'Irakiens et de Syriens. Et qu'ont reçu les autres? Quel pays a reçu quoi? 300 personnes? 500 personnes? 1000 personnes? Vous, les Nations Unies, ne nous avez fourni que 455 millions de dollars. Mais nos dépenses s'élèvent à environ 10 milliards de dollars. Ce sont les forces d'Assad qui, aidées par les frappes aériennes russes, continuent de se déployer dans et aux abords d'Alep. Beaucoup disent que ce n'est qu'une question de temps pour que la Turquie ouvre ses portes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pas moins de 500 personnes auraient été tuées dans le pays depuis que l'armée syrienne a lancé une offensive d'envergure dans le nord de la province d'Alep. On dit aussi que 89 civils figureraient parmi ceux qui ont été tués depuis le début du mois. L'armée syrienne a aussi capturé des villes clés de la province, auparavant aux mains des rebelles soutenus par la Turquie. Un jour plus tôt, un officiel du gouvernement syrien a déclaré que le but de l'armée était de libérer les zones détenues par les terroristes depuis 3 ans et de contrôler la frontière avec la Turquie.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il prévoyait l'approbation par les ministres de la Défense des pays membres du renforcement de la présence de l'organisation en Europe de l'Est. Il s'exprimait mercredi lors de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Je m'attends à ce que les ministres de la Défense acceptent d'accroître notre présence avancée dans la partie Est de notre alliance. Cela enverra un signal clair. L'OTAN répondra unie à toute agression contre l'un de ses membres. Nous avons déjà renforcé significativement notre présence et le niveau de préparation de nos forces. Nous avons également engagé des actifs dont nous avons besoin pour la surveillance de l'air, les patrouilles maritimes et des manœuvres militaires. Le ministre russe des Affaires étrangères a lui qualifié les plans de l'OTAN de facteurs de déstabilisation destinés à contenir la Russie et de plus grand renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est depuis la guerre froide. Mais pour l'alliance militaire occidentale, il s'agit de renforcer les défenses sur son flanc Est sans pour autant provoquer le Kremlin avec de larges forces permanentes. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a reçu une ovation de la part de ses collègues parlementaires, quelques heures seulement après avoir annoncé qu'il va quitter les fonctions qu'il a occupées pendant près de 4 ans. Fabius a joué un rôle central dans l'adoption d'un traité multipartite qui visait à limiter les activités nucléaires de l'Iran. Il a aussi travaillé à la rédaction d'un accord sur les changements climatiques. Il a aussi été choisi par le président français François Hollande pour diriger le Conseil constitutionnel du pays. Plusieurs analystes croient que cette décision fait partie d'un remaniement ministériel que le président Hollande va annoncer dans les prochains jours pour dynamiser son équipe en vue des élections présidentielles de 2017. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise et présentée par Elsa Suruyang. Bonjour Elsa. Bonjour Aïssa. Quelle est la une de l'actualité chinoise ? Encore une mauvaise nouvelle puisqu'il s'agit encore des conséquences du grave tremblement de terre qui a secoué Taïwan samedi dernier et le bilan s'élève maintenant à 55 victimes. Les opérations se poursuivent toujours après l'effondrement d'un bloc d'appartements dû au séisme de magnitude 6,7 sur l'échelle de Richter survenu samedi dernier. Selon une mise à jour officielle, le bilan des victimes est maintenant de 55 personnes et plus de 80 autres sont toujours portés disparus. Le bâtiment Weiguan renfermait 53 des victimes. Les autorités locales ont interrogé mercredi le promoteur de ce complexe immobilier. Les enquêteurs ont trouvé des poutres et autres piliers dans les 5 premiers étages de la partie orientale. Et ceux-ci ne posséderaient pas suffisamment de barres en acier de renforcement. De plus, ceux-ci sont plus fins que leur épaisseur supposée. L'île thaïlandaise de Phuket compte une importante communauté chinoise et comme de nombreux autres, ceux-ci profitent un maximum du Nouvel An chinois. Sans doute le plus important lors du Nouvel An chinois est la famille. Sur l'île de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, se trouve la plus grande communauté chinoise. Nombre de ses membres appartiennent à la 3e ou à la 4e génération thaïlandaise, mais leur culture chinoise et leurs croyances demeurent fortes. Dans toute l'île, les familles se rassemblent dans leur maison. Ils y servent des plats, allument des bougies et se souhaitent bonheur et bonne santé. Les oranges représentent l'or, les ananas, la chance, les pommes et les poires, la richesse et la santé. Dans les temps anciens, des hommes chinois ont migré au sud, pris femme et se sont installés là. Ici, c'est principalement sino-thaïlandais. Il y a environ 150 ans, des Chinois sont venus vivre ici. À cette époque, ils se sont mariés à des Thaïlandaises et ont vécu dans le coin. Ici, sur l'île de Phuket, les fêtes durent traditionnellement plus longtemps que dans d'autres endroits de la Thaïlande. Il est normal que le Nouvel An chinois soit célébré pendant 2 semaines entières. Tandis que la nuit tombe, les rues s'illuminent de milliers de lanternes. Le rouge est la couleur dominante, symbolisant le feu qui était utilisé pour se prémunir du serpent démon qui, dit-on, terrorisait les villages dans la Chine ancienne. Aujourd'hui, c'est un spectacle gai, alors qu'habitants et visiteurs accueillent la nouvelle année.
La ville la plus méridionale de Chine, Sansha, joue un rôle stratégique dans l'exercice de la souveraineté de la Chine en mer de Chine méridionale. Le maire de Sansha, Xiao Jie, a déclaré lors de sa première patrouille à travers les îles depuis le nouvel an lunaire que la ville renforçait sa surveillance maritime à travers un mécanisme d'effort conjoint pour promouvoir la structure politique, développer les industries et perfectionner le système judiciaire. Voyons tout de suite les efforts de la Chine pour protéger ses droits maritimes en mer de Chine méridionale. Pour leur patrouille dans les eaux contestées, les forces de surveillance maritime ont recours à des navires de grande taille. Voici le plus large navire des forces de surveillance de Sansha. Son capitaine, Xiang Guoxiang, nous a présenté ses fonctions. Selon lui, ces navires chargés de faire respecter la loi civile ont des liens étroits avec les gardes-côtes et la milice. Ils ont procédé à l'expulsion de bateaux de pêche étrangers des eaux revendiquées par la Chine. Le moyen le plus efficace de faire respecter la loi est de mener de fréquentes patrouilles qui expulsent les bateaux de pêche étrangers. Nous ressentons bien l'importance de notre mission. La mer de Chine méridionale est vaste, rendant la surveillance difficile. La juridiction de Sansha couvre une superficie maritime d'environ 2 millions de kilomètres carrés. Environ 2000 pêcheurs chinois gagnent leur vie en mer de Chine méridionale. Ils sont éparpillés à travers de nombreuses îles. La fondation de la ville nouvelle de Sansha visait à améliorer le contrôle de ces eaux. Au second jour de la nouvelle année lunaire, le maire de Sansha, Xiao Jie, a rendu visite aux gardes-côtes sur l'une des îles de Shisha. Il a encouragé les soldats à mener leur tâche à bien. Certaines îles peuvent uniquement être atteintes par bateau. Nous nous dirigeons vers l'île de Jinqing, le siège du groupe d'îles de Yongle à Shisha. Le transport est un point faible entre les îles de mer de Chine méridionale, rendant la surveillance difficile. Sansha possède un mécanisme d'application de la loi de niveau 3. La milice doit découvrir et rapporter les infractions étrangères, effectuer des patrouilles de surveillance et soutenir les gardes-côtes. Les pêcheurs conviennent que la surveillance est cruciale. J'ai des amis qui ont été arrêtés et détenus par le gouvernement philippin alors qu'ils étaient en train de pêcher. Sans des mesures pour faire respecter la loi, les navires étrangers viendraient et nous chasseraient d'ici. Yang Jun estime que le gouvernement améliore la vie des pêcheurs. Xiao Jie a passé beaucoup de temps à visiter les îles placées sous sa juridiction. Il est heureux de voir les changements. Il s'est ainsi aperçu que les plantes sur Jinqing sont devenues plus vertes en raison des mesures de protection de l'environnement. Faire respecter la loi nécessite la combinaison d'efforts pour améliorer les infrastructures de base, protéger l'écosystème des îles et assurer les besoins de base des pêcheurs, ainsi que d'être capable de gérer les catastrophes et de mener des opérations de secours. Xiao Jie estime que l'application de la loi est l'une des forces qui doit témoigner des capacités globales de Sansha. Durant la fête du printemps, des millions de personnes quittent les grandes villes pour retourner dans leur ville natale. Ceux qui possèdent des animaux de compagnie ont souvent du mal à trouver des gens fiables pour s'en occuper, mais une nouvelle application qui vient de faire son apparition promet de régler ce problème. Blanche-Neige est une chatte de 3 ans qui aime bien jouer. Mais sa maîtresse doit quitter Beijing pour la fête du printemps, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Blanche-Neige, parce que cela veut dire qu'elle devra rester seule et passer une semaine enfermée dans une cage. Cela m'inquiète de devoir laisser Blanche-Neige dans une animalerie ou dans un lieu où elle serait mise dans une cage. Elle pourrait être contaminée par les autres animaux. Pour ceux qui ont des chiens comme Yin, leur bête est comme leur propre enfant. Mais quand plusieurs gens de la classe moyenne quittent Beijing pour rentrer chez eux lors de la fête du printemps, ils veulent un endroit sécuritaire dans lequel ils peuvent compter pour prendre soin de leur bébé. La solution pour régler le problème de Yin se trouve au bout de son téléphone. Une entreprise appelée Pets Union offre un service de gardiennage pour animaux de compagnie sur WeChat, le service de messagerie instantanée le plus populaire de Chine. En quelques instants, cette plateforme peut trouver un foyer temporaire pour ses quelques 3000 membres. Nous associons chaque animal de compagnie avec un gardien en se basant sur plusieurs caractéristiques. Lors de la fête du printemps, la demande pour les gardiens est multipliée par 5. Le problème est donc réglé et Blanche-Neige a une nouvelle gardienne. Zheng Xiaoshu possède aussi un chat de la même race. Elle connaît tous les besoins spécifiques de Blanche-Neige.
Pendant la fête du printemps, plusieurs personnes rentrent chez eux et abandonnent leurs chiens. Mettre des chiens en cage pour une aussi longue période est très mauvais. Mais en tant que personne qui aime beaucoup les chiens, je peux leur donner l'affection et les soins dont ils ont besoin. Et de son côté, Blanche-Neige commence déjà à s'habituer à son nouvel environnement. Les Chinois vivant à Washington DC ont pu apprécier un concert du Nouvel An au Centre Kennedy des Arts de la Scène. L'orchestre symphonique de Shenzhen y a donné son premier concert lundi. La présidente du Centre Kennedy, Deborah Rutter, et l'ambassadeur de Chine, Tsui Tiankai, ont présenté au public un poème déclamé comme salutation du Nouvel An. L'orchestre symphonique de Shenzhen, composé de 80 membres et mené par le chef d'orchestre Tang Muhai, a pris la suite avec un programme long combinant musique et théâtre. Il comportait des classiques chinois comme Une nuit au clair de lune sur la rivière du printemps, L'Est est rouge et le concerto de piano du fleuve jaune. Une touche occidentale également avec l'aria Nessun Dorma. Tout cela a terminé en apothéose avec une scène en costume de l'opéra de Kunshu, le pavillon des pivoines. Je suis ici à célébrer le Nouvel An chinois, c'est formidable. Heureuse année du singe, c'était spectaculaire. Je n'ai pas l'habitude de l'opéra chinois, alors c'était magnifique de l'entendre. Nombreux étaient les Chinois de Washington à accueillir favorablement l'initiative. Je suis très content de pouvoir écouter un concert du Nouvel An chinois au premier jour de l'année du singe. Je suis fier de voir que notre culture est reconnue aussi largement. Quand j'entends tant de pièces chinoises que je connais, comme Fleurs de jasmin, mon pays me manque énormément. C'est ce qui rend cette fête de printemps si spéciale. Les célébrations comportaient également 3 représentations sur la scène du Millennium Center et une journée à passer en famille avec art et artisanat chinois. Et nous finissons avec un reportage sur les relations entre la Chine et l'Afrique. L'eau est un produit de première nécessité pour l'ensemble des habitants de cette planète, mais pour beaucoup de gens en Afrique, cette ressource vitale se fait rare, sans parler du problème de la fiabilité de l'eau. Sur ce continent largement touché par des crises autour de l'eau, une entreprise est en train de faire la différence en aidant les populations locales à pouvoir bénéficier d'une eau propre et fiable. Judan s'est rendu sur les lieux de 2 projets hydrauliques en Éthiopie et à Djibouti. Voici tout de suite le compte-rendu de ces 2 visites. La chaleur, la fatigue et la soif sont constamment présentes. Pour Ahmed, la récompense après 2 heures de marche, c'est de l'eau. Comme tous les nomades vivant à Djibouti, Ahmed se déplace là où il est certain de trouver de l'eau. Une bonne quantité lui permet de tenir près de 2 jours, et seulement s'il prête une attention à la moindre ration. Et parfois, après de longues recherches, il n'a pas la garantie de trouver le précieux liquide. Là, il nous faut un guetteur. Là, je deviens le guetteur. Je viens ici, je regarde s'il y a de l'eau dans le puits. S'il n'y a pas de l'eau, je repars à la maison et je dis aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. C'est pas la peine qu'on marche. Malgré ses diplômes, Ahmed passe ses journées entières à rechercher des sources d'eau propres. Normalement, dans ma famille, je suis la seule personne qui a un niveau d'études supérieur. Et là, le problème, je ne peux pas me déplacer pour chercher un travail, alors que j'ai une tâche. J'ai une tâche quotidienne. C'est-à-dire, mon tâche quotidienne, c'est de trouver de l'eau pour ma famille. Ça, déjà, j'ai une tâche. Alors que je ne peux pas faire 2 tâches en même temps. Le pays d'Ahmed, Djibouti, est une petite terre africaine faisant face à des pénuries d'eau chroniques. Une simple goutte est précieuse. 75% des ressources hydrauliques du pays proviennent du sous-sol. En raison de sa proximité avec l'océan, l'eau à Djibouti est amère et salée. Pour donner un exemple parlant, le lac saline que je me trouve actuellement représente le niveau d'eau en surface à Djibouti. Il contient près de 34% de sel,
soit 10 fois plus élevée que la donnée rançelle moyenne des océans à l'échelle globale. Cependant, la désalinisation n'est pas une solution abordable pour Djibouti. Mais heureusement, le destin d'Ahmed et des autres habitants de Djibouti sera bientôt changé. Voici l'un des 28 puits qui supporteront le prochain projet hydraulique. Il apportera de l'eau propre et fiable le long des rayons situant entre l'Éthiopie et Djibouti. Lu Zhengda est le chef de ce projet hydraulique qui bénéficiera à près de 82% de l'ensemble de la population de Djibouti. Nous avons commencé la construction il y a maintenant 6 mois. Ce projet hydraulique transfrontalier est le plus important du genre sur tout le continent africain. La qualité de l'eau de cette zone a été testée et elle atteint les standards fixés par l'OMS en matière d'eau potable. Le tracé total du pipeline s'étendra sur près de 360 km. Et sur 60 km, les constructeurs devront ouvrir la voie à travers des roches hostiles. Au fur et à mesure de notre périple le long de la route du tracé, l'environnement devient peu à peu toujours plus inhospitalier. Parfois, nous avons été contraints d'arrêter le tournage en raison de vents violents et de tempêtes de sable. Seyoum est un consultant éthiopien travaillant dans l'industrie depuis plus de 2 décennies. Son travail consiste à inspecter l'avancée du nouveau projet. Au cours des 6 derniers mois, l'entreprise chinoise s'est pleinement engagée dans le projet au cœur de cette région. Vous pouvez constater les conditions désertiques très rigoureuses de cette zone. Malgré toutes ces circonstances, ils tentent constamment de passer outre ces difficultés pour mener à bien le projet. En travaillant avec cette entreprise chinoise, je peux dire qu'ils réalisent un travail parfait. À quelques centaines de kilomètres d'ici, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Aster-Mola profite des bienfaits apportés par l'un des projets hydrauliques déjà terminés. Grâce à ce projet, nous pouvons enfin boire une eau propre et saine. Avant cela, nous ne buvions jamais de l'eau du robinet, nous achetions de l'eau en bouteille. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement la boire, mais aussi l'utiliser pour faire la cuisine. Avec cette eau, nous pouvons nous laver et faire plein d'autres choses en toute confiance. Ce projet construit autour de puits profonds a bénéficié à près de 700 000 habitants comme Aster. Les ressources d'eau en Éthiopie sont abondantes. Le problème et la limite rencontrée résident dans l'utilisation de ces ressources. Notre entreprise est venue pour la première fois en Éthiopie il y a déjà 10 ans. Nous les avons aidés depuis à construire plusieurs usines d'approvisionnement d'eau. La station de pompage est justement utilisée pour ce type de projet d'eau en profondeur, qui à terme pourra satisfaire près de 20% des besoins quotidiens en eau propre de la capitale. La demande croissante d'eau potable a fait surgir un autre problème, celui du traitement des eaux usées. Pour le moment, les eaux usées sont directement déversées dans les rivières, ce qui représente un sérieux problème environnemental. La première usine de traitement des eaux du pays est en cours de construction. Les travaux seront terminés à la fin de l'année prochaine. Dans le pays voisin Djibouti, dans environ 20 mois, Ahmed et les quelques 750 000 autres habitants pourront également profiter des bienfaits d'une eau propre et saine. Lorsque nous lui avons demandé ce que le projet hydraulique signifiait pour lui, il a répondu qu'il était le symbole de l'espoir. Et c'est la fin de notre rubrique Aujourd'hui la Chine. Je vais maintenant repasser la parole à ma collègue Raïssa qui va clore ce journal. Raïssa, c'est à vous. Merci beaucoup Elsa pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.